Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mercredi 30 juin 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi entre 19h et 21h. De nombreux journaux, dans leur livraison de ce mercredi 30 juin 2021, s'intéressent à ce qu'ils appellent le document de synthèse de la Chambre des comptes de la Cour suprême des résultats de l'audit effectué sur la gestion du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales. Ce document de 27 pages qui circule abondamment sur les réseaux sociaux depuis 48 heures et que personne n'a signé fait quelques révélations. Le bâtiment de Orca, qui avait été mis gratuitement à la disposition du gouvernement camerounais pour accueillir les malades de Covid, a englouti 1 milliard de francs CFA pour sa réfection. Les unités d'isolement construites dans quatre stades n'ont accueilli aucun patient Covid, mais ont coûté 841 millions de francs CFA. Une centaine de fournisseurs non présélectionnés ont été attributaires des marchés. Une surfacturation à hauteur de 15 milliards 300 millions de francs CFA au profit d'une société déjà très populaire dans le dossier Covid-Gate. La vente de 15 000 tests au gouvernement camerounais à 288 millions de francs CFA par le ministère de l'administration territoriale. Mesdames, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du soir présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Rapport d'audit de la gestion des fonds Covid en circulation, quel intérêt, que retenir? Pour décrypter cette question, ce soir, nous avons convié sur ce plateau Ejeune Ngane. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation que vous nous faites et l'honneur que vous faites au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de nous convier assez souvent pour les débats sur Equinox Soir. Ejeune Ngane, vous êtes régional adjoint littoral 1 du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Effectivement, ce sont les responsabilités qu'a bien voulu, n'est-ce pas, nous attribuer le président national, le président élu, le professeur Maurice Kamto. Et à cet effet, nous sommes chargés de conduire les affaires du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun dans la région littorale 1. Merci d'être venu sur ce plateau. J'introduis également Didier Yimkwa. Didier, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Je dis bonsoir aux co-panélistes. Vous êtes militant écologiste. Oui, dans l'âme. Et coordonnateur régional du FSNC pour le littoral. Oui, FSNC, je ne sais pas ce que je représente aujourd'hui à FSNC. Je ne sais pas si... Mais vous êtes coordonnateur régional. D'après les informations que j'ai eues, il semble que ce poste-là n'existe même plus. Comment ça? Ah ben oui, je ne suis même pas au courant, c'est pour ça que je me demande si ce que je représente encore dans ce parti. Le congrès n'a pas encore eu lieu. Oui, c'est ce que j'ai appris. Et les postes disparaissent comme ça? Ben oui, j'ai appris ça, on m'a dit ça. Bref, je reste un militant de conviction et non un militant de convention. Je reste un militant engagé dans le FSNC. Le poste ne m'intéresse pas. Encore que j'ai la chance aujourd'hui, nous avons la chance aujourd'hui de mener un très grand combat, digne, un combat noble, digne, élégant, exaltant, le combat écologique. Et vous pouvez être rassurés, 2025 sera le tournant de la transition écologique et numérique. Et en ce moment, nous aurons notre mot à dire. Donc, je suis plus militant écologique que militant du FSNC. Mais je suis militant du FSNC. En tout cas, on attend de savoir exactement de quoi il en retourne parce que en tant que coordonnateur régional, vous aurez quand même dû entrer en contact, par exemple, avec les cadres de votre formation politique, entre autres le président national, oui, je crois le ministre que Tiroma, pour avoir plus de précision. Je pense que si je valais mieux qu'un tableau, on m'aurait quand même signifié par une correspondance. Bon, pour le moment, je pense ça comme un militant de base et puis j'attends. Bien. Maître Simon Serge Kakak, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir à tous les co-panélistes et surtout bonsoir aux nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Permettez-moi de saluer également tous les militants de l'Union de la population de Cameroun. Je rappelle évidemment que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, certes, mais également militant UPCiste et surtout président de l'association juriste d'Afrique pour la bonne gouvernance.
Oui, c'est justement sous cette casquette que je suis venu ici, parce que j'estime que le sujet de ce jour rentre en droite ligne dans notre champ d'activité. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de la gouvernance financière, lorsqu'on parle des missions de la Chambre des comptes, là nous sommes en plein dans les exigences de la bonne gouvernance financière. Merci Maître Simon-Serge Kakak d'avoir accepté de venir échanger avec nous ce mercredi sur le plateau d'Equinox ce soir. Fils Youth, bonsoir. Bonsoir M. Duval, bonsoir à l'ensemble des co-panélistes et à vos millions de téléspectateurs. Le RDPC, une fois de plus, est honoré de pouvoir donner son point de vue sur des questions de société et surtout sur les questions de transparence et de gouvernance. Donc nous, tout autour, au cours de cette émission, nous allons apporter notre point de vue. Merci. Vous êtes donc militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Je voudrais ouvrir cette émission avec cette question que je souhaite adresser à Maître Simon-Serge Kakak. Maître, depuis pratiquement 48 heures, circule sur les réseaux sociaux un document de 27 pages qui est considéré comme un document de synthèse, rapport de la Cour suprême, en tout cas de la Chambre des comptes de la Cour suprême, donnant un certain nombre d'indications sur ce qui est appelé désormais le Covid-Gate. Vous, en tant que juriste, quel est l'intérêt d'un tel document non signé? Bon, Duval, permettez-moi déjà de faire cette observation dans mon propos liminaire. Vous savez, moi je suis juriste. Et on nous a appris en droit que lorsqu'une institution judiciaire prend un document, la première chose que tout bon juriste essaie de voir, c'est la valeur juridique du document. D'autres vont appeler ça la force probante du document. Effectivement, le document auquel vous faites allusion, j'ai eu le privilège d'en prendre connaissance dans les réseaux sociaux. Mais il y a quelque chose qui a frappé mon attention, c'est que ce document ne portait pas de signature. Et chez nous, en droit, c'est une vérité de la palais, c'est un secret pour le Chilel. Un document qui n'est pas signé, de notre point de vue, n'a aucune valeur juridique. Donc je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire, s'il est vraiment important, s'il est vraiment indiqué pour les professionnels, pour les observateurs avertis, de discuter, j'allais dire, d'un document de cette nature. C'est la première observation que je voulais faire. Maintenant, sur l'importance de l'institution, parce qu'en réalité, au-delà du document, il faut s'interroger sur l'importance de l'institution qu'on appelle la Chambre des comptes dans notre arsenal juridique. Moi, chaque fois qu'on parle de la gouvernance financière dans ce pays, je pense principalement à deux institutions. Il y a justement la Chambre des comptes de la Cour suprême et bien entendu, il y a le Conseil de discipline budgétaire et comptable du Conseil supérieur de l'État. Parce que ces deux institutions qui traquent les malfrats, permettez-moi l'expression, les malfrats économiques et financiers de notre pays. Mais seulement, lorsque nous faisons l'exégèse des textes et des décisions qui sont prises par ces deux institutions, on en vient à se demander quel est véritablement leur rôle, quelle est leur importance, parce qu'en réalité, sous d'autres cieux, par exemple, il existe une chambre, une cour des comptes, dans un pays sérieux qui veut combattre, j'allais dire, les mauvaises habitudes. Parce qu'il faut bien faire la différence entre une chambre des comptes et une cour des comptes. Parce que dans un pays comme la France, il y a une Cour des comptes qui est une institution autonome qui rend des décisions. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir statutaire de sanctionner les auteurs de malversations financières. Par contre, dans notre contexte, on a affaire à une chambre des comptes qui est une des chambres de la Cour suprême. L'une des trois chambres de la Cour suprême. Et ce qu'il faut noter ici, c'est que lorsque nous lisons tous les textes qui régissent cette institution, notamment l'article 41 de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de 2 juin 1972, ça veut dire la Constitution en vigueur. Vous lisez également l'article 39 de la loi numéro 2006/016 du 29 décembre 2006
portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême. Il y a également le texte organique même de la Chambre des comptes. Ça veut dire, je crois, la loi numéro 2003, barre 005 du 21 avril 2003, portant attribution, organisation et fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vous allez vous rendre compte qu'en réalité, les rapports, donc ce qu'on peut considérer ici comme des décisions de la Chambre, ont en réalité un seul destinataire. Un seul destinataire. Principalement. Parce que, par exemple, lorsqu'on parle des rapports sur la gouvernance financière, par exemple, ce qu'on parle là aujourd'hui, c'est un rapport sur ce qu'on appelle la comptabilité publique. C'est des rapports qui sont destinés au chef de l'État. C'est l'article 39, alinéa D, de la loi de 2006. C'est des textes, c'est des documents qui sont destinés au chef de l'État. Et c'est la même chose pour les décisions ou alors les rapports du conseil de discipline budgétaire et comptable. Donc en réalité, vous allez vous rendre compte que lorsque des institutions comme ça existent, qui font un travail qu'il faut saluer, mais qui malheureusement ne peuvent pas prendre de décisions, on a quand même le sentiment que nous sommes là dans une situation, j'allais dire, qui nous laisse un arrière-goût d'inachevé. C'est pour ça que, de notre point de vue, si nous voulons vraiment évoluer, si nous voulons améliorer la bonne gouvernance financière et économique dans notre pays, il faut qu'on donne plein pouvoir à ces institutions qui doivent aller au bout de leur travail. C'est pour ça que, justement, au-delà du rapport non signé, qui est porté à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale, nous autres nous interrogeons sur l'importance et sur la place qu'on réserve réellement à cette institution qui, de mon point de vue, devait jouer un rôle très très important dans notre lutte pour la bonne gouvernance financière dans notre pays. Fichiout, est-ce que vous êtes partagé l'analyse de Maître Kak sur d'abord cette différence qu'il faut faire entre la Chambre des comptes et la Cour des comptes? Une Cour des comptes serait nettement meilleure que cette Chambre des comptes qu'on a aujourd'hui dans notre pays. Vous savez, les batailles au niveau des institutions, savoir au niveau des institutions. Oui, au niveau. Sur la capacité à dire une cour ou bien une chambre, mais ça relève aussi sur le fonctionnement, la mise en œuvre également de l'ensemble des prérogatives de toutes ces institutions-là. Mais ici, nous nous félicitons d'abord du fait que le débat qui est public aujourd'hui, en ce qui concerne la transparence, la gouvernance, le suivi des actions et la gestion même des fonds publics de l'État, c'est également aussi une volonté du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui, de par la loi de 2008, a permis à ce qu'on puisse rendre publique toute la gestion budgétaire. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, je m'inscris également en faux parce que je pense quand même que nous étions en attente d'un dépôt du rapport de la Chambre des comptes ou à l'Assemblée nationale. Oui, il faut rappeler que la semaine dernière, il y a eu une note du secrétaire général de l'Assemblée nationale qui annonçait donc la présentation de ce rapport devant la représentation nationale le 25, okay. Puis la veille du jour J, il y a une autre note qui annonçait que cette activité n'aurait plus lieu. Okay. Et cela, ce qui a donné lieu à de nombreuses réactions et à de multiples interprétations, donnant le sentiment qu'il y avait quelque chose qui était en train d'être caché par rapport à ce rapport. Nous allons répondre sur deux aspects. Premier aspect, ça voudrait dire que l'Assemblée nationale était bel et bien le bon destinataire également, en dehors du président de la République dont il a évoqué. Sinon, on devrait nous dire que c'est le président de la République qui viendra expliquer ou bien exposer le dit rapport. Il n'en était pas question. Donc, c'est pour vous dire ici que... Donc, vous remettez en question l'analyse de Maître Kak qui parle de destinataire unique. Unique, voilà, parce qu'en réalité, les destinataires du rapport, c'est le président de la République, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un élément.
Et même dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale à partir du règlement intérieur de l'Assemblée, dans son article 85, ils sont à même de pouvoir recevoir le rapport de la Chambre des comptes. Bon, maintenant, il y a des formes, il y a une procédure au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir recevoir un document. Et comment les documents doivent être traités avant d'être soumis, par exemple en plénière, au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce vice de forme-là qui n'avait pas été respecté et donc qui a donné l'objet du report. Maintenant, pour revenir à ce qui fait débat, parce que ici, aujourd'hui, nous avons une opinion publique qui est bel et bien ancrée, et ça montre également qu'il y a une confiance envers nos institutions. Parce que n'oublions pas que s'il n'y avait pas une confiance envers les institutions, on ne serait pas en train d'attendre le rapport de la Chambre des comptes. On ne serait pas en train d'imaginer que le rapport de la Chambre des comptes sera un rapport sur lequel nous tous nous pourrons nous appuyer. Vous voyez déjà, vous avez lu un certain nombre d'éléments de la synthèse du dit rapport dont les propres auteurs vous ont dit que ça n'engage pas du tout l'institution qui a sorti cette synthèse. Mais ça le mérite de porter le débat sur le plan public. Et nous savons qu'à partir de là, vous-même, vous voyez que à vos préliminaires, vous avez évoqué un certain nombre de points. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le rapport. Mais ça montre tout simplement que l'institution est forte, l'opinion publique croit en ces institutions, et une nation est forte à travers ces institutions. C'est ce qu'il faut d'abord retenir sur ce plan-là. Et nous disons tout simplement maintenant que le mécanisme de prendre la décision ou bien qui engage, nous savons très bien que lorsqu'on vous dit qu'il y a un contrôle de l'action gouvernementale au niveau du Parlement, ça voudrait également dire qu'il y a la possibilité de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments de sanctions ou bien de ceci, la motion de confiance, de défiance, ainsi de suite. Donc, c'est pour vous dire que le problème n'est pas que l'institution qui émet son rapport puisse vous dire tout simplement que je sanctionne tel immédiatement. Okay. À partir de là. Eugène Gane, on a là affaire à un document qui circule, que personne n'endosse. Cela fait penser à un autre document qui a circulé il y a quelques semaines, dans le même sens, qui était présenté comme un rapport d'étape et que jusqu'ici personne n'a démenti. Bien, Monsieur Duval, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de faire très rapidement une digression avant de répondre à vos questions. Allez-y. Voilà, je voudrais marquer ici l'indignation du mouvement pour la renaissance du Cameroun par rapport à ce qui s'est passé dans la ville de Douala, où 300 familles ont été déguerpies et jetées dans la nature, sans, n'est-ce pas, se soucier des conséquences pour la société tout entière. Et donc, les partis politiques, la société civile ils sont restés silencieux sur la question. En réalité, c'est des questions sur lesquelles on devait avoir un lever de bouclier pour dénoncer cette gestion alambiquée de la société par des personnes irresponsables. Parce qu'en réalité, on a souvent l'habitude de dire nul n'est censé ignorer la loi, mais nous pensons que les lois sont faites pour les hommes et non le contraire. Je referme rapidement la parenthèse pour répondre à votre question. Je vais premièrement réagir au propos de Maître qui a dit ici qu'un document du point de vue juridique qui n'est pas signé n'a aucune valeur juridique. Alors, si nous sommes tous d'accord sur cette maxime-là, je voudrais faire remarquer cette constante juridique, je voudrais faire remarquer qu'il y a quelques temps, si on va en arrière, on nous a présenté en pleine session du Conseil constitutionnel 32 PV non signés. Et de ce point de vue-là, ces PV n'ont aucune valeur juridique. Vous faites allusion au contentieux post-électoral? Absolument. Après l'élection présidentielle. Absolument. Le professeur Alain Foguet, qui se trouve actuellement en prison du côté de Kondengui, qui a été kidnappé et gardé de ce côté-là avec d'autres militants du MRC, a démontré devant cette auguste chambre que ces 32 PV n'ont pas été signés. Tout le monde l'a vu à Mondovision. La conséquence, c'est que ceux qui ont bénéficié, ceux qui ont été déclarés élus, ne le sont pas du point de vue juridique. Alors, cela est clair. Personne ne peut démentir cela. Maintenant, revenons sur ces rapports
qui ont été publiés, non signés et que personne n'endosse. Cela nous amène à nous interroger. Pourquoi est-ce que le RDPC, particulièrement, remet en cause ce rapport? Certainement parce que ça les culpabilise. Parce qu'en réalité, ça montre à suffisance le mode de gestion des fonds publics dans notre pays. Et vous savez que ce gouvernement, depuis toujours, fonctionne de façon à ne pas rendre compte au peuple. Vous avez remarqué il y a quelques jours seulement, la représentation nationale a fait un volte-face, n'est-ce pas, qui n'a plus voulu remettre cette question sur la table. Et donc, nous laisse dans le suspense. Néanmoins, nous continuons de dire... Vous pensez donc que c'est pour contourner ce manquement à la représentation nationale qu'on a fait fuiter le document? Absolument, absolument. Puisqu'en réalité, vous savez, ce gouvernement a l'habitude de mettre les affaires de la gestion publique sous les témoins. Ils ne veulent pas que le peuple soit au courant. Maintenant, on a fait fuiter cette synthèse et on indique bien que cela n'engage pas le chambre de compte. Je ne vais pas revenir sur le débat chambre des comptes, cour des comptes, mettre là. Alors, effectivement, c'était pour faire échapper, n'est-ce pas, au peuple la connaissance. Puisqu'on dit, on a transmis les dossiers et que les poursuites judiciaires se feront si jamais des gens sont convaincus de détournement. Mais le peuple a besoin de savoir. C'est lui le souverain. C'est pour lui qu'on a fait cette gestion-là. Donc, il n'est pas question de vouloir cacher ou camoufler ces rapports-là. Didier Nkwa, est-ce qu'on peut considérer ce rapport comme une sorte de ballon d'essai pour essayer d'observer la tendance? Il faut rappeler que le peuple attendait ce rapport. On a vu l'engouement avec lequel les gens attendaient ce rapport lorsqu'on a annoncé cela à la représentation nationale. Est-ce que c'est finalement une sorte de ballon d'essai pour voir comment les gens réagiront avant de produire peut-être finalement le rapport définitif? Je ne parlerai pas comme mes illustres prédécesseurs, je serai moins éclectique parce que je suis un Camerounais du pays réel, je suis un Camerounais d'en bas. Je ne parlerai que des faits, à partir des faits. Ces documents qui sont balancés comme ça dans les médias réticulaires, dans les réseaux sociaux, témoignent à suffisance qu'il y a une bataille entre les clans, entre les fractions, entre les réseaux qui se tirent dessus sous fond de la bataille du pouvoir à la tête de l'État. Il ne faut pas ignorer cela, il faut toujours, aujourd'hui, avec l'âge du chef de l'État, toute analyse politique, politologique qui ne prend pas en compte ce contexte risque de passer à côté. Ensuite, je voulais faire une analyse globale, holistique, parce qu'il y a un problème. Le Covid-Gate est une énième couche qui ne fait pas honneur à notre élite, à l'élite administrative, à l'élite intellectuelle, à l'élite tout court. Je peux citer un certain nombre de faits qui aujourd'hui nous poussent à croire que le Cameroun a peur, que le Cameroun a raison d'avoir peur. Il y a le Covid, c'est les fonds publics. Il y a eu l'opération Suivi Cameroun. Aujourd'hui, M. Penda Koka est présenté comme le plus nulard des financiers. Moi-même, je suis plus financier que lui. Pourtant, avant, il était l'un des plus forts, l'un des plus grands. Pour avoir refusé certains rapports, aujourd'hui, il est piétiné. Avant l'opération Survie, il y a eu l'affaire Nîmes, CST. On a pardonné, c'est passé. On a vu des gens fabriquer le ruina ici dans des grandes maisons. On n'en parle plus, c'est toujours l'élite. Je voulais ajouter à cela, on parle de délestage au Cameroun. Dans un pays qui a un potentiel énorme de ressources énergétiques, capable de fournir du courant à partir de ces combustibles-là, on a le délestage. Moi qui vous parle, excusez-moi d'utiliser le moi parce qu'il y a ISA, mon centre de formation est en partenariat avec une firme allemande qui est prête à incinérer tous les déchets, même les plastiques, et produire de l'électricité à base de l'incinération de ces déchets-là. Mais en face, il y a tous des obstacles. Je rappelle ici que Addis Abeba,
Les 30% d'électricité d'Addis Abeba proviennent de l'incinération des ordures ménagères, 1800 tonnes par jour. Donc moi je pense que ce n'est pas un problème de parti politique, parce que le vol n'a pas d'idéologie. C'est la mentalité. Ce n'est ni un problème de tribu, parce que si vous allez dans toutes ces histoires, que ce soit suivi Cameroun, que ce soit Covid-Gate, l'affaire de CESTEP, l'affaire de la corruption, vous allez trouver au moins tous les représentants des partis politiques, vous allez trouver même ceux qui ne sont pas dans les partis politiques. Bref, je pense qu'il faut interroger la mentalité de notre élite. Est-ce que cette élite-là est prête à mener le Cameroun vers l'émergence? Nous avons la stratégie nationale de développement 2030. Est-ce qu'avec cette élite, on va y atteindre? Voilà la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, je dirais comme Achille Mbembe, qui pense que l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, sont comme des zones de frayère. Parce que dans les mangroves, les zones de frayère, c'est les zones où les ressources halieutiques viennent se multiplier parce que la vitesse de l'eau est faible et rentrent en haute mer. Donc ici chez nous, c'est comme si le continent africain ou bien le Cameroun ou les Cameroun sont des zones où il faut prendre de l'argent pour aller dépenser ailleurs. Est-ce que nous sommes une zone de frayère? Voilà la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas que certains se lancent dans des discussions à la limite vaporeuses, c'est le RDPC, etc. Non, c'est un problème d'élite. Maître Sion-Serge Kakak, lorsque vous parcourez ce rapport, qu'est-ce qui retient votre attention? Duval, avant de répondre à votre question, permettez-moi de rebondir sur ce que disait tout à l'heure mon copanéliste du RDPC. Parce qu'il faut que, lorsque nous venons sur un plateau important, comme celui-ci, il faut dire des choses telles qu'elles sont. Je pense que tous les experts de la gouvernance font un reproche à notre pays. Et ce reproche, c'est que la gestion des affaires de la cité a une coloration jacobiniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un seul centre de décision. Il y a un seul centre de gestion. C'est le même centre qui gère, c'est le même centre qui décide, c'est le même centre qui sanctionne. Ça pose un problème. Nous savons très bien que l'une des gangrènes qui mine notre pays depuis belle lurette, c'est la corruption, c'est l'enrichissement illicite, c'est la malgouvernance. Et justement, le gouvernement lui-même a compris ce problème en saisissant le taureau par les cornes, en créant, permettez-moi de le dire ici, une kyrielle d'institutions chargées de lutter contre la malgouvernance. Dans ce pays, il y a la CONAC. Dans ce pays, il y a la NIF. Dans ce pays, il y a le Conseil budgétaire, le Consupé. Dans ce pays, il y a la Chambre des comptes. Mais curieusement, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces institutions ne font pas le travail. Tout simplement parce que quand vous lisez les textes, s'il vous plaît, monsieur, lorsque vous lisez les textes organiques de toutes ces institutions, vous allez vous rendre compte que ces textes portent les germes de faiblesse de ces institutions. Parce qu'une institution qui ne peut pas prendre de décision, qui ne fait que des rapports, pour renvoyer encore à celui qui gère, à celui qui décide, à celui qui sanctionne, ça pose un problème. C'est pour ça que nous nous disons que, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que la Chambre des comptes, qui est constituée des magistrats chevronnés, ça c'est l'occasion de le dire ici. J'ai eu le privilège de connaître personnellement le président de la Chambre des comptes, le brillant magistrat Yap Abdou. C'est un monsieur brillant. Il y a une équipe de brillants magistrats. Je connais les gens comme les Théodore Augustin Benoun, qui sont des brillants magistrats, qui font un travail extraordinaire. Mais je peux vous dire la main sur le cœur que le travail ne peut pas, j'allais dire, donner le résultat escompté. Parce que lorsqu'ils finissent de faire le travail, ils renvoient le dossier, je dis bien, au gestionnaire. Je vous dis, lisez vous-même la loi numéro 2006/016 du 29 décembre 2006 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, article 39 alinéa D. On vous dit très bien que les rapports sur les comptes publics de la Chambre des comptes sont adressés au président de la République. Point. Les rapports qui sont adressés aux autres institutions, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est le rapport sur le rapport global des activités qui n'ont rien à voir avec la gestion des comptes publics. Lisez bien le texte, vous allez le voir. Et c'est pour ça que justement, pour enclencher même des procédures en cette matière, la décision vient toujours de la présidence de la République. Il n'y a pas très longtemps. Les enquêtes qui sont aujourd'hui diligentées par les officiers de police judiciaire en service au tribunal criminel spécial
ont été lancés sur la base des institutions Haute institution de la présidence de la République, répercutées par le secrétaire général au ministre de la Justice. Cela n'est jamais venu du Sénat ni de l'Assemblée nationale. Encore que lorsque nous regardons ce qui se passe, j'ai le courage de le dire ici. Vous voyez nos députés dans une assemblée quasi monocolore, permettez-moi de le dire, monocolore, prendre une décision de faire engager des procédures judiciaires contre les décideurs du gouvernement, c'est pas possible. C'est pour dire ceci, pourquoi il faut qu'on soit sérieux. Nous disons que la Chambre des comptes a été une bonne initiative. Le président de la République a pris beaucoup de bonnes initiatives en créant toutes ces institutions qui jouent leur rôle, mais qui malheureusement présentent des signes d'inefficacité parce que la loi, les pouvoirs qui leur sont conférés ne leur permettent pas d'aller au bout de leur travail. S'ils finissent de faire le travail, renvoyer aux décideurs qui va apprécier, parce qu'en réalité, lorsque ces rapports sont adressés au chef d'État, il fait ce qu'on appelle l'opportunité, il apprécie l'opportunité. C'est lui qui décide, quand il veut, comme il veut. Ça, c'est pas possible. Et c'est pratiquement la même chose. C'est une parenthèse que je dis ici. C'est la même chose qui s'est passée à Duval. Permettez-moi de faire cette extrapolation, mais qui nous permet de mieux comprendre la situation. Lorsqu'il y a eu le grand débat national, le grand dialogue national, quel est le principal reproche qu'on a fait au grand dialogue? Le grand dialogue, si on voulait vraiment que ce grand dialogue aboutisse à des solutions concrètes, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Des résolutions. Les résolutions. On aurait dû permettre à ce grand dialogue national de prendre des résolutions exécutoires. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On s'est limité aux recommandations. On recommande à qui? Au principal décideur qui apprécie quand il veut, comme il veut et où il veut. C'est ça le vrai problème. Nous disons, nous sommes là pour que ce pays se normalise. Le pays a beaucoup de richesses. Le pays ne doit pas souffrir, les Camerounais ne doivent plus souffrir. Mais pourquoi nous souffrons? Parce qu'il y a la malgouvernance. Est-ce que nous combattons suffisamment cette malgouvernance? Je n'en suis pas sûr. C'est ce que nous disons. Donnez les moyens à la Chambre des comptes de travailler. Vous allez voir quelque chose. Lisez très bien le texte qui régit la Chambre des comptes. Bien qu'elle soit une chambre de la haute juridiction, ça veut dire de la Cour suprême du Cameroun. Nulle part on vous dira que le rapport de la Chambre des comptes est destiné au premier président de la Cour suprême. Ça veut dire qu'on gère une situation, la Chambre des comptes travaille, on ne rend même pas compte le premier président de la Cour suprême, qui est le numéro 1 de la Cour suprême. Lorsque vous lisez, on va vous dire, il a adressé, certains rapports sont adressés directement au chef de l'État, en exclusivité. D'autres sont adressés au chef de l'État, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, point bas. Zéro message, zéro rapport adressé au président de la Cour suprême du Cameroun. C'est une aberration. C'est pour ça que nous disons que, Duval, sincèrement, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que je retiens. Je ne sais même pas si je peux retenir quelque chose d'un rapport non signé. Parce que de mon point de vue, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, de mon point de vue, ce rapport n'a aucune valeur juridique. Donc, je ne peux même pas perdre le temps d'aller lire ce qui a été dit. Et on voit bien que nous attendons. On voit bien que vous restez dans votre posture d'avocat. Les juristes disent que lorsque la forme ne tient pas, il n'y a pas de débat sur le fond. Non, on peut bien comprendre votre raisonnement là-dessus, Maître Kak. Fils Youth, sur le sujet, il y a quand même... C'est vrai que sur la forme, il y a des reproches qu'on peut faire à ce document qui circule sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, on ne peut pas faire comme si ce document ne donne aucune information ou ne retient pas l'attention de qui que ce soit. Il y a quand même des choses qui sont considérées, tout à l'heure, disiez parler des faits. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont avérées lorsqu'on parcourt ce rapport. On dit par exemple qu'il y a des unités d'isolement qui ont été construites dans 4 stades qui n'ont accueilli aucun patient Covid. Là, au moins, on a vu, c'est un fait. Alors, mais sauf qu'on apprend que cela a coûté 841 millions de francs CFA. Oui. Pour nous prendre cet exemple-là. Oui, mais c'est pas difficile à pouvoir étayer l'opinion. N'oublions pas. Rentrons véritablement en plein cœur de la période de ce qu'on appelle la première vague Covid-19. Après la mise en place des mesures barrières, 17 mars. Le Cameroun doit s'arrimer. Le Cameroun doit mettre sur pied
toutes les institutions et tous les éléments étatiques pour pouvoir faire face à la maladie. On ne disait pas que non, c'est quand on a 1000 cas ou 2000 cas qu'on va commencer à chercher à les soigner. Okay. Donc, il fallait mettre sur pied toutes les structures. Nous nous félicitons du fait que les structures ont existé et ont permis à ce que le Cameroun a eu la résilience par rapport aux chiffres que nous connaissons, qui sont peut-être même moins réduisants parce que nous avons quand même perdu des concitoyens. Okay. Mais en regardant le taux de morbidité et le taux de létalité et même le nombre de cas d'infection, il y a de quoi quand même se féliciter que l'ensemble des mesures édictées par le gouvernement sous instruction du président de la République ont fonctionné. La preuve, tous ces éléments-là nous ont permis de pouvoir nous en sortir. Maintenant, on en dirait de même pour ce qui concerne je pensais le bâtiment Orca, parce qu'on dit qu'il y a un bâtiment de Orca qui a été mis gratuitement à la disposition du gouvernement camerounais, mais que pour la réfection... Pardon ? Le document ne dit pas que c'est gratuit. Le document ne dit pas que c'est gratuit. D'après la lettre qui a été faite par le propriétaire d'Orca au gouvernement, il a mis à la disposition, mais il ne précise pas les termes de l'accord. Ok, mais sauf qu'on dit que la réfection a coûté 1 milliard. 1 milliard de la réfection. Non, vous voyez, une fois de plus, nous ne devions même pas nous perdre beaucoup de temps à chercher à comprendre et analyser ce rapport de synthèse. Parce qu'en réalité, dans le cadre d'un vrai rapport, on va vous dire, voir annexe, document temps et preuve temps de la pièce qui démontre l'accusation ou bien qui démontre cette affaire qui vient d'être dit. Ici, dans le cadre de la synthèse, vous n'avez rien du tout. Donc, le mot véracité même n'a pas lieu d'être parce qu'en réalité, vous n'avez pas les pièces qui peuvent donc sous-tendre ou bien justifier la déclaration sur le plan. Et que ces moyens ont été effectivement mobilisés dans le cadre de cette opération. C'est pour ça que je dis que c'est le rapport qui permet de pouvoir démontrer cela. Ça, c'est de un. De deux, autre cliché, on vous dit que voici un bâtiment qui était initialement un bâtiment considéré comme un hypermarché et qui doit du jour au lendemain devenir un centre hospitalier, un lieu pour pouvoir accueillir des malades et des patients. Et il y a des normes pour un hôpital. Alors, on imagine qu'on va passer d'un supermarché à un hôpital avec les infrastructures et les plateaux techniques et les installations techniques sans toutefois parler du coût. C'est pour ça que je dis que on serait juste en train de faire du sensationnel sur le plan de l'opinion. Mais ce n'est pas la réalité. Parce que si vous allez tout simplement dire qu'il y a eu au moins même les appareils respiratoires, même les lits qu'il fallait y mettre là-dessus, ça a un coût, ça passe de 0 à quelque chose. Alors, cumuler tous ces éléments nécessaires, est-ce que nous avons maintenant devant nous le listing de tout ce qu'il fallait pour transformer un supermarché ou un hypermarché en un hôpital, qu'on appelait hôpital de campagne, et tout, pour pouvoir accueillir les malades et les patients? C'est ça la question. Donc, et là, je reviens à ce qui a été dit. Le RDPC, en ce qui concerne le RDPC, nous n'avons pas du tout peur du rapport de la Chambre des comptes. Le secrétaire général du comité central du RDPC, il a dit que nous restons très attentifs vis-à-vis du rapport qui sera produit. Et nous attendons, parce que le président de la République lui-même s'est engagé que les auteurs, les co-auteurs et les complices seront sanctionnés. Donc ce qui voudrait dire que le RDPC n'a pas du tout peur de l'arrivée du rapport de la Chambre des comptes. Mais ce que nous nous disons tout simplement, soyons prudents, parce qu'en réalité, nous serions en train d'accuser ou bien de porter le propre sur un certain nombre de personnalités. Donc peut-être que le rapport peut venir nous défier. La preuve, ceux qui ont rédigé le rapport de synthèse, eux-mêmes ils ont dit que ça n'engage même pas l'institution. Alors, de ce point de vue, et jeune Gahan, à écouter Fils Youth, il faut tout simplement attendre qu'effectivement le rapport définitif soit rendu public en bonne et due forme pour susciter quelques débats que ce soit. Je n'ai pas la même lecture que M. Youth. Vous savez, ceux du RDPC ont l'habitude c'est-à-dire d'esquiver les sujets qui sont posés. Vous avez parlé c'est-à-dire des 4 stades qui ont été occupés et où on a érigé
n'est-ce pas, des bâtiments pour accueillir les éventuels malades de Covid et qui ont été démantelés. Lui, pour eux, au RDPC, ils s'en félicitent. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est comment vous, membres du gouvernement, vous savez bien que vous avez programmé, n'est-ce pas, une compétition. À quelle date? Vous, membres du gouvernement, prenez la responsabilité d'aller sur des stades que vous allez utiliser quelques temps après pour ériger et dépenser 841 millions. C'est ça le problème de cohérence. L'action gouvernementale. Il y a eu des annulations de compétition. S'il vous plaît. Au cours de la période de S'il vous Covid. plaît. Donc on pouvait également annuler toutes les Quelle raison donc avez-vous démantelé, s'il vous qui plaît? était au cœur et qui était essentielle. C'était la vie d'abord. Est-ce que vous pouvez me C'était suivre? la vie qui était essentielle. Écoutez-moi. Voilà. Pour quelle raison donc avez-vous démantelé ces installations si tant il est vrai que ces compétitions ont été annulées? Ça, c'est d'un. Et je vais rappeler, j'espère que vous n'avez pas perdu le fil de votre raisonnement, qu'à un moment donné, on a eu comme une sorte de ping-pong entre le ministre des Sports et le ministre de la Santé au sujet justement de l'occupation. Absolument. Cela pose le problème de l'action, de la cohésion de l'action gouvernementale. C'est là toute la question. Comment vous pouvez, au sein d'un gouvernement, entretenir cette cacophonie et dépenser l'argent du contribuable, 841 millions, qui seront quelques jours après démantelés, pour les installations qui sont quelques jours après démantelées? Vous ne pouvez pas vous en réjouir et vous dire simplement qu'on s'en félicite. Non. Vous ne pouvez pas vous moquer de la population de cette sorte-là. Maintenant, revenons sur le bâtiment Orca. Vous avez vu qu'il a également esquivé la question de fond. La question n'est pas l'équipement qui a coûté un peu plus d'1 milliard. La question, c'est tout ce qui a entouré le contrat entre le propriétaire de cet établissement et le gouvernement. Vous avez vu que ce n'est que par une lettre que le propriétaire met à la disposition du gouvernement ce bâtiment. Et cette lettre ne dit pas, si vous regardez bien, en considérant que la synthèse se base effectivement sur le rapport de la Chambre des comptes, vous vous rendez compte que la Chambre des comptes mentionne que il n'y a aucun contrat qui précise s'il y a un loyer à payer entre le propriétaire du bâtiment et le ministère de la Santé publique. Je veux dire le gouvernement. Donc, ça pose des problèmes. Et quand on vient en aval analyser, on se rend compte que le propriétaire de ce bâtiment, à travers deux structures, a gagné des marchés. On a l'impression que c'est une sorte de compensation. Et puis, cette mise à disposition du gouvernement de ces locaux-là ne précise pas la durée de l'exploitation. Ce qui veut dire que si on vient demain à nous demander de démanteler cela, ce serait de l'argent perdu. C'est pourquoi vous voyez que la Chambre des comptes fait des recommandations pour que le ministère de la Santé publique aille vers ce propriétaire-là, parapher, n'est-ce pas, des accords qui précisent, ou alors même acquérir le dit bâtiment pour que l'investissement public ne soit pas perdu. C'est là toute la question. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, pour aménager un bâtiment, il a bien fallu des coûts. C'est normal. Mais quand vous le faites de façon alambiquée, de telle sorte que vous mettez le gouvernement, je veux dire, la fortune publique, dans une posture où l'État viendrait à perdre cet argent, simplement parce qu'il y a des choses qui se sont passées en dessous, c'est là toute la question. Et nous devons, c'est-à-dire à travers la lumière de cette synthèse-là, rappeler que l'État du gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a fait des fautes graves à ce niveau-là. C'est là la pertinence de la question. Bien, Didier Nkwa, il y a à côté de ces éléments qui ont été évoqués, on a parlé par exemple du ministère de l'administration territoriale. Dans cette opération, on a parlé de la vente de 15 000 tests au gouvernement à 288 millions de francs CFA. Je dis que le ministère de l'administration territoriale aurait vendu 15 000 tests au gouvernement à hauteur de 288 millions de francs CFA. Et la question que les autres se posent, c'est comment ça se passe que le ministère de l'administration territoriale vende des tests Duval Fangwa, vous avez des questions assez vicieuses. Voyez-vous, pour ceux qui ne sont pas à Douala, il y a un immeuble R+7 qui vient de s'effondrer. Oui. Qui s'est affaissé
On m'a parlé du marché de fleurs, ou quelque chose comme ça. C'est un immeuble qui a été construit, d'après ce que j'ai appris, dans une zone inondable. On peut bien construire dans une zone inondable. Mais il y a des normes. Il y a des normes, voilà, maître. Donc moi, je pense que ça, c'est le résultat de la tricherie. Soit le maître d'œuvre a triché, soit le maître d'ouvrage a triché, soit les deux ont triché. Donc, nous qui sommes les défenseurs de la République, des institutions, nous ne pouvons pas accepter que le Cameroun s'effondre comme ce bâtiment. Nous ne pouvons pas accepter cela. Tout à l'heure, mon camarade et mon ami, même s'il est du MLC, il reste mon ami, c'est mon frère. Il a parlé du gouvernement. Je suis indexé en tant que FSNC. Je voudrais lui rappeler que le FSNC a accepté soutenir le président Biya, son idéologie, rigueur, moralisation, démocratie, intégration nationale, c'est une idéologie. Ben, si en cours de route, les gens ont des idées de voler, de corrompre, de faire du clientélisme, du népotisme, leur modèle de fonctionnement, de management, c'est pas notre problème. C'est pas notre problème. Nous soutenons un projet de société qui est détaillé dans le Liban communautaire. Voilà notre position. Donc nous ne pouvons pas soutenir les voleurs et nous disons que les magistrats fassent leur travail. Il va de leur noblesse, il va de la dignité de leur art. Mais Maître Cap semble indiquer qu'ils n'ont pas les coups de franche. Non, moi je pense que si le chef de l'État est le déclencheur de cette opération, cela va sans dire que les magistrats, nous les Camerounais d'en bas, il y a même pas de notre espoir. Pourquoi il devrait être déclenché? C'est là toute la question. Je vous en prie, mon frère. Notre espoir, notre espérance réside entre les mains de ces magistrats. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'élite qui est malade. Ce n'est pas toute l'élite. Il y a une élite comprador. Quand vous passez en revue ce document, vous comprenez pourquoi le Cameroun a peur. Pourquoi le Cameroun a raison d'avoir peur. On parle des milliards. On parle des entreprises qui n'ont jamais fait un chiffre d'affaires de 1000 francs, qui se retrouvent dans les 700 millions. Voilà. Du Vafangwa, lorsqu'on n'a pas faim, lorsqu'on n'a pas un problème de logement, lorsqu'on n'a pas un problème de santé, et qu'on détourne 1 milliard, c'est pour faire la guerre. Le trésor de guerre. Il faut dire ça. Ça, c'est des criminels. Pour le moment, ils bénéficient peut-être de la présomption d'innocence. Je parle sous le contrôle de Maître Kaka. Je peux me tromper, je ne suis pas un juriste. Pour le moment, tous, que ce soit les donneurs d'ordre, les fournisseurs, tous doivent passer devant le TCS. Nous les regardons, ceux qui sont morts les regardent outre-tombe. Ça ne peut pas passer comme une lettre à la poste, comme ça la fiable. C'est beaucoup d'argent. Je dis, lorsqu'on n'a pas faim, on détourne ces gens, ces sommes colossales qui donnent du tournis, qui donnent des vertiges, des milliards, des 700 millions, 1 milliard. C'est pas pour aller manger. C'est la sécurité de l'État qui est menacée. C'est la sécurité du chef d'État que nous protégeons qui est menacée. C'est le Cameroun qui est menacé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'alternance ou bien de la transition à la tête de l'État. Qu'est-ce qui se prépare? Cet argent, pourquoi? Donc moi, je pense que je les considère jusqu'à ce qu'on prouve qu'ils n'ont rien pris. Ce sont vos alliés. Oui, je ne peux pas refuser. Si vous avez un enfant qui vole, ou bien si vous avez un enfant qui a une orientation sexuelle qui n'est pas la vôtre, vous n'allez pas le jeter. C'est des compatriotes. Maître... On sait où on peut les mettre. La prison est faite pour des bandits, pour des voleurs. Maître Simon Serge Kaka, lorsque le rapport, le vrai, sera rendu public, ce sera quoi la suite? Que prévoit le process? Duval... Parce que, comme vous le savez, le peuple demande des têtes. Duval, vous posez là une question dont la pertinence me semble légendaire. Parce qu'en fait, c'est cette question que personnellement j'attendais. Je n'ai pas voulu prendre le temps d'aller décrypter un document non signé. Mais je sais qu'il y a des choses qui sont dites dans ce rapport qui vont m'intéresser le moment venu. Parce que justement, il y a des choses qui choquent l'opinion. Le pays
beaucoup de bons textes. Le législateur camerounais a beaucoup travaillé pour essayer d'améliorer la gouvernance dans notre pays. Lorsque vous regardez par exemple le secteur de marché public, il y a beaucoup de textes qui régissent. On a mis en place des procédures. Mais vous vous rendez compte que lorsque des situations comme la gestion de la pandémie arrivent, lorsque les situations comme la gestion de l'organisation de la CAN arrivent, aucune procédure prévue par la loi n'est respectée. Et lorsque vous lisez ces rapports, ça ressort. Où vous avez l'impression qu'aucune procédure normale n'a été respectée. On dit par exemple qu'il y a une centaine de fournisseurs non présélectionnés qui ont été attribués à des marchés. Voilà. Des gens qui gagnent des marchés de milliards sans passer par les appels publics. Non, c'est pas possible. La loi a tout prévu. L'appel d'offres, c'est la procédure. Il y a des commissions de passation de marchés qui existent dans tous les ministères. Mais vous allez vous rendre compte qu'on fait des trucs. Mais ces commissions ne sont pas associées. Mais quand on a quand même entendu des personnes expliquer que on était dans des situations d'urgence. Oui, mais écoutez, c'est l'homme qui crée il fallait l'urgence. faire face. C'est l'homme qui crée l'urgence. Il y a des La situations. pandémie n'était pas une catastrophe où Non. on devait être en situation de procédure d'urgence. Mais écoutez, dans ce genre de situation. À un moment donné, dans ce pays, on nous disait on n'a pas assez de tests, on n'a pas assez de masques, on n'a pas de ceci. Oui. Et en tout cas, il fallait On va agir recruter les gens au tout de quartier. suite. Alors, ce qui voudrait dire que il y a eu l'usage de la procédure d'urgence. Ok. Voilà. Vous, nous, au Cameroun, il n'y a que les procédures d'urgence. Même dans le cadre de la CAN, comme Et vous puis, avez attribué justement, en 2014, il y a eu où une était procédure d'urgence. l'urgence dans les gré à gré de 3 000 milliards à la casse du siècle? Où vous avez entendu 3 000 milliards. C'est dans quel rapport? Vous avez un rapport? C'est vous qui avez acheté des sacs de ciment ici. Là, vous m'avez interrompu. Allez-y, maître. C'est moi qui avais la parole. Allez-y, je vous en prie. Je dis, il y a des choses qui sont dites dans ce rapport qui vont nous intéresser. Moi, je sais que le vrai rapport va arriver. Parce qu'il y a des professionnels de ce côté qui sont en train de nous préparer le vrai rapport. Ça, c'est une chose. Et je sais que les enquêtes préliminaires qui sont diligentées en ce moment du côté des OPG de TCS vont aussi nous donner le résultat. Parce que nous attendons des procès. Parce qu'il y a des gens qui doivent rendre compte à la République. Parce que c'est de ça qu'il est question. Le pays est devenu, j'allais dire, une pompe Afrique où les gens, sans respecter la loi, ils font n'importe quoi. C'est pas sérieux. Moi, je dis, il faut qu'on reste dans la normalité. Ce qui va se passer du Val, c'est que, pour répondre à votre question, nous attendons que le vrai rapport soit publié. Et peut-être, il y a des situations qui vont amener les vrais juristes maintenant à prendre le contrôle de la situation pour voir de quel côté se trouve la vérité. Mais si on va s'arrêter là, malheureusement, pour cette première partie, ils sont tenus par les impératifs du temps. Tout de suite, on y va pour la réclame, mais juste derrière, la grande édition du soir, le journal de 20h, présenté par Cédric Noufélé. Juste derrière le journal, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief avec nos invités sur le plateau. Chez Espace Union, nous savons que votre temps est précieux. C'est pourquoi nous trouvons sans cesse des solutions pour vous faciliter